Chers téléspectateurs et internautes, bienvenue à l'Agora d'Elena. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de séparation de pouvoir. Le pouvoir démocratique qui trouve son fondement dans le corps social duquel émane toute autorité doit être organisé de sorte à éviter qu'il ne dérive en despotisme et qu'il ne soit plus soucieux de la protection des libertés fondamentales. En proposant une technique d'organisation politique dans laquelle les fonctions sont séparées et confiées à des organes distincts qui peuvent, le cas échéant, se contrecarrer ou s'annihiler, Montesquieu a légué à l'histoire politique la théorie de la séparation de pouvoir qui sous-tend de nos jours toute l'organisation constitutionnelle des régimes politiques démocratiques. Dans l'exposé de la théorie de la séparation de pouvoir est l'un des piliers fondamentaux du droit public en général et une pierre angulaire du système constitutionnel libéral. La distinction et la spécialisation des fonctions sociales sont antérieures au siècle des Lumières. Elles ont été formulées en des termes voisins chez Aristote dans son ouvrage intitulé « La politique » et théorisé pour la première fois par John Locke dans son ouvrage intitulé « Essai sur le gouvernement civil », tome 2, publié en 1690. Toutefois, la théorie de la séparation de pouvoir a acquis ses titres de noblesse avec Montesquieu, qui l'a systématisé en lui donnant une forme d'expression dans son ouvrage intitulé « L'esprit des lois », publié en 1748. Elle a reçu sa consécration juridique dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui l'a érigée en une sorte de dogme, une véritable règle d'or en dehors de laquelle il ne peut y avoir aucune organisation valable des pouvoirs. Malgré des multiples interprétations critiques dont elle a fait l'objet, la théorie de la séparation du pouvoir conserve toujours sa pertinence plus de 2 siècles après sa formulation et sa systématisation. C'est-à-dire qu'elle s'impose à toute société démocratique de nos jours. Ainsi donc, le livre 11, chapitre 6, intitulé « De la Constitution d'Angleterre, de l'esprit des lois » est l'épine dorsale de la théorie politique de Montesquieu, en ce sens qu'il fait ressortir clairement la finalité libertaire de la séparation des pouvoirs ainsi que l'organisation constitutionnelle la mieux appropriée pour préserver les libertés fondamentales. De ce qui précède, à la différence de Jean-Jacques Rousseau, considéré comme un démocrate de son époque, Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, est un libéral convaincu. Sa théorie repose sur le diptyque liberté-individu plutôt que sur le binôme égalité et groupe. En effet, sa préoccupation majeure fut de trouver des voies et moyens permettant d'éviter le despotisme et de garantir la liberté politique qui est constamment menacée par le pouvoir que les libéraux considèrent comme un danger permanent pour la liberté. Ainsi, écrit-il, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. Partant du constat que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, Montesquieu propose alors une thérapie limitant le pouvoir pour en éviter les abus. Pour l'auteur de l'esprit des lois, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Ainsi, donc, la séparation de pouvoir conduit à un système de gouvernement modéré reposant sur une différenciation des fonctions qui sont confiées à des organes différents. Cette théorie conduit systématiquement à une organisation du pouvoir constitutionnel et politique au sein de toute société démocratique. Alors, cela fait appel à une notion d'organisation du pouvoir. S'agissant de la notion d'organisation du pouvoir, pour l'auteur de la séparation du pouvoir, il y a dans chaque État 3 sortes de pouvoirs. 1. La puissance législative. 2. La puissance exécutrice des choses dont dépend le droit des gens. Et 3. La puissance exécutrice dont dépend le droit civil. Pour la première puissance, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Pour la seconde,
Il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassadeurs, établit la sûreté, prévient les invasions. Pour la troisième et dernière, il punit les crimes ou tranche les différents opposants, les particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs. C'est-à-dire celui de faire des lois, celui d'exécuter des résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Aussi, n'y a-t-il point de liberté si dans la même personne ou dans le même corps, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice. Parce qu'on peut craindre que le même monarque ou la même assemblée ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. De même, la liberté est une chimère. Si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de la puissance exécutrice, si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et sur la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Toutefois, les trois pouvoirs et les organes qui les expriment ne sont pas sur un même piédestal. En d'autres termes, le législatif, l'exécutif et le judiciaire ne sont pas placés sur un même pied d'égalité et dotés d'une même importance. Montesquieu dit lui-même que la puissance de juger est nulle et invisible, car selon lui, les juges ne sont que la bouche qui prononce des paroles, des lois. Ils sont, en quelque sorte, des êtres inanimés. Il ne reste alors que deux pouvoirs qui seuls comptent réellement sur le plan politique et dont chacun devrait être doté d'une faculté d'arrêter ou d'empêcher l'autre. Le pouvoir législatif doit avoir la faculté d'empêcher, les cas échéants, l'exécutif, mais ce dernier doit détenir la même faculté au regard du législatif. Aucun pouvoir ne peut tendre à l'omnipotence du fait de l'enchaînement mutuel des forces. Chers téléspectateurs et internautes, j'espère que vous avez été ainsi servis sur la notion de la théorie de la séparation de pouvoir. Au revoir et à très bientôt pour un prochain numéro de l'Agora de l'ENA.